Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Plus de 5000 cas de coronavirus en Afrique, 168 en Côte d'Ivoire. La riposte ivoirienne passe aussi par la sensibilisation dans les villages. Le monde scientifique s'agite, plus d'une trentaine de laboratoires se sont lancés dans la course au vaccin et plusieurs traitements sont à l'essai. Et comment vivez-vous cette période de pandémie? Vos témoignages en fin de journal dans notre nouvelle rubrique. Depuis l'apparition en février du premier cas de Covid-19 en Afrique, 47 pays sur 54 sont actuellement touchés. Dernière en date, la Sierra Leone avec un premier cas annoncé aujourd'hui. Le continent compte près de 6000 cas, 175 décès et 331 patients ont été guéris. Selon la Croix-Rouge, les systèmes de soins de santé en Afrique, en particulier dans les régions conflits, pourraient s'effondrer sous le poids de la pandémie. Dans le nord du Mali, par exemple, 93% des établissements de santé ont été complètement détruits pendant la crise. Et dans certaines zones urbaines, l'eau potable et le savon sont rares. La distance sociale serait presque impossible. Pourtant, beaucoup de pays s'organisent. Des pays comme l'Afrique du Sud, Madagascar ou encore l'île Maurice qui ont opté pour le confinement. Et en Côte d'Ivoire, des haut-parleurs ont remplacé les crieurs de village pour informer la population sur les dangers du coronavirus. Marina Darras. Ces enceintes, installées de part et d'autre du village d'Azaguié, ne servent pas à diffuser de la musique. Elles sont là pour informer. C'est le moyen de communication choisi par le roi et chef du village, Nanon Ako Omer, pour faire passer des messages aux quelques 10 000 habitants d'Azaguié. Ici, c'est le village centre. C'est pourquoi nous avons les appareils modernes pour informer la population. Par exemple, dans les autres villages qui n'ont pas ces moyens, mais nous allons directement et on touche soit le chef de campement, soit le responsable de campement pour aussi dire à ceux-là qui n'ont pas les grands moyens d'information que cette maladie-là est réel. Ici à Azaguié, nous avons un moyen encore plus pratique de faire passer le message, surtout avec le haut-parleur. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact et le message est véhiculé. Tout le monde comprend en langue locale et surtout en français. Cette méthode est présente dans plusieurs communes de Côte d'Ivoire, un moyen original mais efficace pour informer en masse la population. Mais certains problèmes subsistent comme le manque d'eau ou de savon. Nous n'avons pas d'eau, mais il faut se laver les mains. Ici, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté ce petit robinet qui devait vous permettre de vous laver les mains. Ça veut dire que nous n'avons pas d'eau et ça, nous le crions vraiment. Le pays compte des centaines de rois et chefs traditionnels qui opèrent parallèlement à l'organisation politique du pays. Ces rois et chefs auront donc la lourde tâche de relayer les informations les plus importantes et d'informer leurs citoyens. Mais beaucoup devront faire avec les moyens du bord. Et au Sénégal, malgré un couvre-feu, le bilan est en hausse, 175 cas. Les autorités ont averti que l'état d'urgence déclaré la semaine dernière pourrait évoluer. Les explications de notre correspondant à Dakar, Sidina Ayunjigo. Près d'un mois après son premier cas de Covid-19, le Sénégal fait état de 175 cas, dont 40 guéris et toujours aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré. Mais les autorités sanitaires ont affirmé qu'il y a 2 cas sérieux. Cela soulève des inquiétudes quant à la capacité du pays à faire face aux formes graves de Covid-19. Les responsables du ministère de la Santé affirment qu'il existe à ce jour 6 établissements médicaux qui sont en première ligne du traitement des patients atteints de Covid-19, avec un total de 250 lits à travers le pays. Ce nombre devrait passer à 341 lits la semaine prochaine. Quant aux lits de soins intensifs, leur nombre actuel est de 24. 53 lits supplémentaires seront mis en place d'ici le 10 avril. Les autorités semblent être conscientes du manque de matériel médical
médicales dans le contexte de la pandémie. Elles ont commandé pour plus de 5 millions de dollars de matériel de protection personnelle, d'équipements respiratoires et de masques. Mais la question qui mérite d'être posée, c'est est-ce que cela va suffire en cas d'augmentation massive du nombre d'infections de Covid-19 ? Des inquiétudes demeurent malgré les assurances du ministère de la Santé. De son côté, la République du Congo a signalé 22 cas. En réponse, le gouvernement a annoncé un confinement de 20 jours et un couvre-feu pour les travailleurs essentiels à partir de ce soir. Le point sur la situation en République du Congo avec Rosemary Bouboutou depuis Dakar. Lundi, de nombreux Brazzavillois ont décidé de quitter la capitale pour rejoindre leur village natal dans les départements avoisinants. Pour ceux qui ont décidé de rester dans la ville, ils se sont rués vers les banques afin de retirer de l'argent pour constituer des réserves de nourriture. Pour de nombreux Brazzavillois, rester en confinement à la maison est un défi car de nombreux quartiers de la capitale sont frappés de fréquentes coupures d'eau et d'électricité. Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et pour ces personnes qui survivent au jour le jour dans l'informel, une auto-isolation dans leur maison afin d'éviter la propagation du coronavirus signifierait probablement qu'elles n'auraient plus les moyens de gagner leur vie. Des témoins oculaires à Brazzaville m'ont indiqué que les prix des denrées alimentaires sur les marchés avaient grimpé en flèche. Le sac de foufou, la farine de manioc, qui constitue l'alimentation de base de bien des foyers congolais, est passé de 70 $ à environ 120 $ hier. Le gouvernement congolais a annoncé la création d'un fonds de soutien en faveur des entreprises et des individus impactés négativement par le confinement total. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment les 168 millions de dollars seront attribués. Pendant ce temps, ce mouvement massif de la population de la capitale vers les provinces fait courir le risque que le coronavirus se propage à l'ensemble du pays. La question que tout le monde se pose, où en est-on de la recherche et quand aura-t-on un vaccin ? Plus d'une trentaine de laboratoires se sont lancés dans la course. Plusieurs traitements sont à l'essai, aucun officiellement approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les traitements proposés, la chloroquine. En Afrique, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc l'ont adopté. Mais attention, sous de strictes conditions, on relève des cas d'empoisonnement et même de décès dus à la prise de la chloroquine sans accompagnement médical. En France, le docteur Didier Raoult dit cependant avoir obtenu de bons résultats. Olivier Weber. Son visage est partout, les unes de journaux, à la télé et sur les réseaux sociaux. Didier Raoult est devenu le médecin le plus célèbre de France. Ce microbiologiste de 68 ans dirige l'Institut hospitalo-universitaire méditerranéen Infection à Marseille. Il a créé une vive polémique en affirmant qu'il traitait avec succès des malades du Covid-19 avec de la chloroquine, un antipaludique bien connu. La chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Donc on l'utilise depuis 30 ans, qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. On avait écrit avec mon collaborateur Jean-Marc Rollin que la chloroquine était probablement un médicament d'avenir dans les infections virales il y a 10 ans de ça. Pour appuyer sa thèse, 2 essais menés sur 30 puis 80 patients atteints de coronavirus. Mais de nombreux confrères critiquent la méthode. Échantillon trop petit, absence de groupe témoin, la rigueur scientifique n'y est pas. Attention aux faux espoirs, avertit le patron de l'OMS. Des petites études sur la base d'observations non standardisées ne nous donneront pas les résultats dont nous avons besoin. L'utilisation de médicaments non testés sans les bonnes preuves pourrait susciter de faux espoirs et même faire plus de mal que de bien. Dans de nombreux pays africains aussi, la chloroquine est source d'espoir, mais les spécialistes recommandent la prudence. Parce que j'ai des résultats préliminaires qui sont encourageants dans un contexte d'urgence sanitaire mondiale, dans un contexte même d'état d'urgence au Sénégal. Ces médicaments sont assez bien tolérés. Je vais les utiliser en milieu hospitalier en m'entourant de toutes les garanties. Ceci dit, ce médicament est à déconseiller en automédication. Ce serait très dangereux de le faire en automédication. Et en prévention, il n'est pas prouvé que cela marche contre le Covid-19. Donc les populations n'ont pas à aller acheter les médicaments pour les stocker chez eux.
Des essais scientifiques à grande échelle sont actuellement en cours sur la chloroquine. Les résultats devraient être connus dans quelques semaines. On saura alors si le docteur Didier Raoult est un provocateur, comme le disent certains, ou un visionnaire. Et pour explorer justement la question du traitement, nous avons en ligne depuis Orléans, France, le docteur Manon Aminatou, toxicologue. Bonsoir docteur. La chloroquine fait débat, on vient de le voir. Quelle est votre position ? Je vous remercie. Donc, vous m'entendez bien ? Oui, allez-y. Très bien. Donc, évidemment, j'ai un grand espoir sur cette molécule, qu'elle soit active évidemment chez des patients qui sont atteints de Covid-19, mais il va falloir être très très prudent, comme vous le soulignez tout à l'heure sur votre reportage. Nous sommes dans un cas d'extrême urgence sanitaire, à la fois que ce soit africaine ou européenne, mondiale en fait. Et donc, par conséquent, l'utilisation de cette molécule dans un cadre hospitalier et rigoureux est tout à fait concevable parce qu'en fait, pour moi, c'est une molécule qui est très, très bien connue. On connaît très bien ses effets. Mais maintenant, il va falloir surveiller également l'association avec son antibiotique, etc. On parle beaucoup de chloroquine, mais il y a d'autres traitements possibles. Oui, effectivement, il y a d'autres traitements possibles. Là, nous sommes en train de voir des tests, en fait, sur d'autres traitements antiviraux également, et rétroviraux d'ailleurs, pour voir en fait leur efficacité, et non seulement l'efficacité, mais également étudier leur innocuité sur les patients de Covid-19. Donc pour l'instant, que ce soit la chloroquine ou d'autres traitements, c'est la prudence qui prime. Oui, tout à fait. C'est la prudence d'abord. Mais nous sommes dans un cas d'urgence. Il faut essayer, il faut tester. Voilà, surtout quand les molécules sont connues en avance. Oui. Autre sujet, docteur, la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme aujourd'hui par rapport à l'absence de système sanitaire robuste en Afrique. Partagez-vous cette inquiétude ? Écoutez, malheureusement, oui, je la partage aussi. Évidemment, le système sanitaire en Afrique et surtout le manque d'eau potable, particulièrement en Afrique, entraîne en fait cette inquiétude. Mais cependant, nous pouvons nous adosser en fait sur la sensibilisation des gestes barrières des populations et adapter à leur mode de vie, adapter également aux mœurs des populations. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la sensibilisation sera l'élément vraiment clé pour pouvoir empêcher la propagation du Covid-19. Merci, cette sensibilisation... Merci docteur, merci Manon Aminatou pour votre analyse. Et c'est le moment de retrouver notre nouvelle rubrique À vous la parole. On vous emmène aujourd'hui à Shanghai, à Kinshasa et à Abidjan. Regardez. J'ai fait exprès de me faire filmer dehors pour montrer à toutes les personnes qui savent et qui suivent l'actualité que la pandémie qui touche le monde a commencé en Chine grâce aux méthodes de confinement et au respect des règles d'hygiène. Ça a permis aux gens aujourd'hui, après 2 mois de confinement, sinon 2 mois et plus, ça a permis à tout le monde de se retrouver dehors et de jouir de sa liberté. Donc j'espère qu'au niveau du continent africain, les gens respecteront au moins ces règles qui sont les distances, l'hygiène et éviter les contaminations. C'est le moment de se retrouver en famille, d'apprécier les choses élémentaires de la vie. À très bientôt, je vous salue. Je suis très inquiète parce que j'ai l'impression que le peuple congolais ne réalise pas la gravité de la situation avec le coronavirus. Respectant les instructions qui nous ont été données, lavant les mains le plus souvent possible, toussant dans le coude, éternuant dans le coude, mais surtout restant chez soi. Ce sera la meilleure manière de protéger nos proches et toute la population. Chaque matin, lorsque je me réveille, j'ai l'idée que le coronavirus est en train de sévir dans le monde, et précisément dans mon pays, et vraiment c'est pas facile. Pour sortir, il faut se munir d'un gel hydroalcoolique, il faut garder la distance, il faut se munir d'un cache-nez, et vraiment c'est pas facile. Que Dieu nous protège, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège tout le monde entier.
N'hésitez pas vous aussi à réagir sur notre antenne. Si vous êtes confiné ou si vous avez des conseils, partagez-les. Le numéro WhatsApp de BBC Afrique TV s'affiche sur votre écran. Il s'agit du plus 44 75 68 60 89 79. Bonne soirée à tous et à demain.